Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau deep dive qui sort un mercredi. Dimanche, on fait des analyses de résultats, donc on va pas pouvoir la sortir dimanche. Donc c'est le deep dive du mois de juillet, les amis. On va parler de Main Street Equity, pourquoi cette entreprise est hyper intéressante, pourquoi elle peut s'implémenter dans plein de portefeuilles pour essayer de se décorréler un petit peu à la tech américaine, qui on le voit en ce moment se prend des cartouches, mais c'était avant qu'il fallait essayer de se décorréler. Maintenant, ça va peut-être être un peu trop tard si vous êtes trop exposé notamment aux semi-conducteurs. On va aller voir pourquoi Main Street pourrait s'implémenter dans pas mal de vos portefeuilles. Bien évidemment, comment dire? Aucun conseil en investissement. Chaque personne est responsable de ses investissements et faites vos propres recherches, bordel de merde, avant d'investir. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 1000, ça fait énormément plaisir en quelques mois seulement. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur le Instagram, sur mon X, tout simplement, sur Twitters. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Vous les avez aussi en commentaire épinglé. Donc faites péter tout ça. Et si vous voulez retrouver tous mes anciens deep dives, c'est tout simplement sur le Discord. On est à peu près une centaine bientôt là sur le Discord. Je crois que non, on est même pas 80. Calme-toi, calme-toi, logique. Calme-toi, Jérém. Mais vous pouvez retrouver tout simplement tous mes anciens deep dives. On a du ResMed, on a du Reddit, on a du Tencent, on a du Vinci, du Symbotic. Bref, vous avez tout un tas d'entreprises qui peuvent peut-être rentrer dans vos portefeuilles. Vous pouvez vous faire un avis. Vous allez sur le deep dive, c'est complètement gratuit. Sur le Discord aussi, vous téléchargez tout ça. Vous allez implémenter un petit peu le deep dive à votre sauce. Vous allez rajouter des trucs à ce que moi j'ai déjà fait à mon travail. Et ce qui est hyper important, ça va surtout vous changer un petit peu votre format d'investissement. Énormément de gens investissent tout simplement sur du narratif. Ils oublient un petit peu comment dire, enfin, pas les fondamentaux, mais vous oubliez en fait de faire des tests d'investissement. Vous investissez parce que Pierre-Paul Jacques le fait. Et le problème, c'est quand vos portefeuilles prend moins 20%, vous commencez à aller sur comment dire, les réseaux, etc. Pourquoi ça prend moins 20%? Pourquoi SML prend moins 8%? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté à 1800. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Si vous avez fait votre boulot, vous faites votre test d'investissement, vous allez répondre à des questions simples. Comprendre déjà le business model de la boîte, ça c'est hyper important. Deuxièmement, savoir si elle a un mode, si elle a un rempart compétitif ou non. Et justement, troisièmement, voir les trois plus gros risques. Et en fait, sur SML, un des risques, c'est que la Chine se réveille, c'est que la Chine arrive à faire des machines compétitives par rapport à SML, ce qui n'est pas encore le cas pour le UV, ce qui va être le cas pour le DUV, mais bref, on n'est pas là pour parler des SML. Mais justement, vu que vous avez vu vos trois plus gros risques, vous pouvez soit renforcer, soit attendre si le prix n'est pas intéressant. Et in fine, une fois que vous avez fait vos tests d'investissement pour vos boîtes, vous allez répondre à la fameuse question, est-ce que vous avez une conviction, oui ou non? Si vous avez une conviction prix conservateur, très conservateur, il n'y a que ça qui vous protégera si jamais il y a quelque chose dans l'équation que vous avez faite où vous êtes trompé et vous allez dessus. Et comment dire, c'est très intéressant parce que moi sur Ferrari, c'est simple, ma thèse d'investissement, justement, une fois que j'ai fait ma thèse d'investissement, je reviens sur Ferrari. La seule chose qui ferait que je puisse vendre Ferrari dans mon bear case, entre guillemets, c'est que Ferrari arrive à faire croître ses véhicules vendus beaucoup plus vite que son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il n'y a plus de motte, il n'y a plus d'avantage compétitif, il n'y a plus de pricing power. Donc le jour où Ferrari vend beaucoup plus de voitures que ne fait progresser son chiffre d'affaires, je serai prêt à vendre ma position. Et c'est tout simplement ça qui va vous faire gagner, qui va vous faire surperformer le marché. C'est pas de suivre Pierre-Paul Jacques là, qui fait une vidéo ou qui vous montre un graphique éclaté au sol sur X ou toutes ces conneries. C'est vraiment test d'investissement. Vous mettez le nez dedans, prix juste, conviction ou pas conviction, prix juste, j'achète, je garde. Est-ce que au prochain quarter, il y a quelque chose qui vient rentrer dans mon beer case? Non, point final en fait. Il n'y a que ça, c'est votre seul edge. On n'a pas d'avantage par rapport au hedge fund, on n'a pas d'avantage par rapport aux autres retail, à part de faire plus de devoirs que c'est vraiment ce qu'il faut absolument comprendre. Et nous, on est y par les amis, on parle de mainstream. Et donc, on passe à la présentation de Main Street, côté au Toronto Stock Exchange, donc boîte canadienne, comme on l'a dit, société immobilière fondée en 1997. Elle est basée à Calgary, dans l'Alberta, et son IPO, je crois que ça a eu lieu en 2000, tout simplement. L'entreprise est spécialisée dans l'acquisition, la rénovation et la gestion de petits immeubles résidentiels. Son business model, c'est pas d'être un promoteur et de construire des buildings, non, c'est d'acheter des immeubles anciens, sous-évalués, généralement à des privés, le petit privé qui a son immeuble où il y a 20-30 appartements qui n'arrive pas forcément à faire des travaux et Main Street va arriver, va l'acheter des côtés et vous allez voir un petit peu le business model après et justement augmenter les loyers et les taux d'occupation afin de créer de la valeur. Et contrairement à une rate, parce que Main Street n'est pas une rate, Main Street Equity n'a aucune obligation de distribuer des dividendes. Elle verse un dividende, mais un tout petit dividende. Et ça peut être intéressant dans pas mal de portefeuilles CTO qui ne veulent pas payer d'impôts ou autres. Vous êtes exposé à l'immobilier sans avoir un gros dividende. Je crois que ça doit être
80 centimes dollars canadiens par quarter, donc c'est quasiment que dalle. Et en fait, elle conserve ses flux de trésorerie pour acheter de nouveaux immeubles et accélérer sa croissance, tout simplement se développer grâce au refinancement de ses actifs plutôt qu'en émettant de nouvelles actions. Donc elle possède 19 000 appartements répartis dans l'Ouest canadien. Donc l'Est canadien, c'est quoi? C'est le Manitoba, ce nom imprononçable, là, le Sakash truc, l'Alberta et la Colombie-Britannique, où vous avez Vancouver, c'est vraiment là où et l'Alberta et la Colombie-Britannique, c'est là où vous avez le plus de population. Et il y a environ 13,5 millions de personnes qui vivent dans cette zone et justement, avant de comprendre en détail comment fonctionne son business model, il faut une croissance de la pop, sinon tout simplement l'immobilier va se péter la gueule. Et qu'est-ce que j'ai fait dans un deep dive pour trouver cette stat? Et ben, je suis allé sur le site du gouvernement du Canada pour voir un petit peu les prévisions. Et en gros, il y a trois prévisions. Ils ont fait un bear case, un scénario médian et un bull case. Et en gros, même dans le scénario bear, vous avez un accroissement de la population. Actuellement, on est à 41,7 millions de pop au Canada. Et dans le pire des cas, on arriverait à 44 millions et dans un scénario médian, on serait vers les 57 millions. Donc on aurait au minimum quasiment plus de 2 millions d'habitants jusqu'en 2050, vraiment dans le pire des cas. Et au maximum, on va dire, du bull case, on aurait quasiment plus 15 millions d'habitants au Canada. Donc on pourrait s'attendre justement à avoir une demande forte en termes d'immobilier. Et on a les projections de croissance dans ces quatre provinces-là, parce que si c'est juste à Toronto, etc., la croissance de la pop, ça ne nous intéresse pas. Il faut que ça soit dans l'Ouest canadien. Et on voit qu'on a de la croissance à deux chiffres dans les quatre provinces. Et la demande de logement au Canada est principalement alimentée par l'immigration, comme plus de 95% de la croissance démographique. Savoir, c'est que si demain le Canada ferme ses portes, vous avez une grosse partie de la croissance démographique qui va être coupée. Ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire, mais je l'ai noté et on en reparlera dans les plus gros risques. Il y a aussi un risque politique justement, voilà, dans la condition migratoire, mais même dans les projections les plus faibles, le Canada gagne de la population. Et pour finir, Main Street cible un segment très précis, le logement locatif abordable de milieu de gamme. Ce ne sont ni les logements sociaux ni des appartements de luxe. C'est précisément cette position qui rend le modèle de Main Street résilient. On l'a vu pendant le Covid, justement en période d'incertitude économique, la demande pour les logements abordables reste généralement plus forte que des logements haut de gamme. Maintenant, on va détailler le business model de la boîte, les amis. Donc son business model, vous l'avez compris, elle achète tout simplement des petits immeubles destinés à la classe moyenne, on y reviendra, financés via la dette, on y reviendra aussi, et elle rénove des immeubles, puis augmente les loyers et augmente son taux d'occupation. Ça, c'est hyper important. Vraiment, si elle n'arrive pas à augmenter les loyers et justement et son taux d'occupation, elle ne gagnera pas d'argent. Donc il faut vraiment un bon process dans ces étapes. Donc premièrement, acheter des immeubles sous-performants. Donc on a dit des petits immeubles anciens, des bâtiments de moins de 100 logements. Elle ne va pas avoir des grosses tours d'habitation, on va aller les voir après les logements. Des propriétaires privés ayant peu de moyens pour rénover justement leur actif. Donc ils ont un ou deux bâtiments, ils sont obligés d'en céder un parce qu'ils n'arrivent pas à faire des travaux. Ces immeubles présentent souvent des loyers inférieurs au marché, un taux de vacances et un entretien insuffisant. L'entreprise les acquiert donc à un prix attractif et on le verra dans la réalité. On verra des cas précis avec des photos, etc. Bref, on a étape 2, ils rénovent les immeubles. Là, j'ai pas besoin de vous dire, justement, ils ont 19 000 appartements. Donc, autant vous dire qu'ils ont vraiment un bon pricing power sur les entreprises pour faire rénover leur boîte. Étape 3, on augmente le NOI. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le NOI? On va en parler juste après. Une fois que les rénovations sont terminées, vous avez davantage d'appartements qui sont occupés, tout simplement parce que vous avez des prix qui sont attractifs sur le marché et vous avez des appartements qui ont été rénovés. Les loyers augmentent progressivement et les coûts d'exploitation sont mieux maîtrisés. Le NOI, c'est le Net Operating Income. Retenez absolument ça dans vos têtes. Donc le NOI, ça se définit par le loyer moins les dépenses d'exploitation. Donc c'est simple, vous avez Martine qui a payé son loyer, Martine Gérard et Francette, et vous avez tout simplement les frais d'exploitation. Donc vous avez la société qui vient nettoyer le bâtiment, vous avez peut-être la société qui vient s'occuper comment dire, de l'ascenseur, etc. Vous avez compris un petit peu le truc. Et le NOI représente le bénéfice généré par un immeuble avant les intérêts de la dette, les impôts et les amortissements. Et justement, Main Street a créé de la valeur non pas car le prix de l'immobilier remonte, mais parce qu'elle améliore la rentabilité des immeubles. Et en étape 5, refinancer l'immeuble, c'est très important. Une fois que l'immeuble est revalorisé, Main Street demande un nouveau prêt. Et comme l'immeuble vaut désormais plus cher, la banque accepte de prêter davantage. Et en fait, une partie du nouveau prêt rembourse l'ancien. Les surplus de liquidités sont prises aussi pour rembourser les dépenses en capital pour faire les travaux. Et derrière, ils réinvestissent l'argent restant dans un nouvel immeuble. Ils font grossir tout simplement un petit peu les parts dans les immeubles grâce à ça.
Donc on a justement un modèle à valeur ajoutée que j'ai pris sur, les derniers résultats de, Main Street. Donc on va le voir ensemble ce petit tableau et il est hyper intéressant. Donc le prix d'achat, ils ont acheté 13 350 000 $ cet immeuble, OK. Donc les dépenses en capital, ça c'est les travaux, 2 millions de dollars. Investissement total, donc 15 millions, donc les 2 millions plus les 13, hein, donc 15 500 000 on va dire. Et la charge hypothécaire après financement était de 19 millions. Donc en gros, ils ont fait un premier emprunt de 15. D'accord? Ils ont fait les travaux dedans. Derrière ces travaux, une fois que tout était, finalisé, ils ont tout simplement, repris, un autre, prêt de 19 millions cette fois. Ils ont, remboursé l'ancien de 15 et avec l'argent restant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refinancé, puis refinancé un nouveau, bâtiment et là, vous allez me dire: «Mais c'est trop facile, pourquoi on fait pas ça?» et cetera. Tout simplement, bah, déjà parce qu'il faut absolument faire, des travaux qui vont réaugmenter comment dire? Les prix des appartements et cetera et derrière, il faut les louer aussi. Parce qu'en fait, ils sont passés d'un revenu locatif avant de 600 000, hop, ici de 632 000 dollars à l'année. Après, justement les, travaux et cetera, les nouveaux prix des loyers, ils sont passés à 2 millions de loyers, en fait. Donc ça a été augmenté de 231 et le NOI, donc ce qu'on a dit, c'était ici, les loyers moins les dépenses d'exploitation, c'est passé de moins 280 000 €, donc c'était un bâtiment qui perdait de l'argent. On avait des propriétaires qui, perdaient de l'argent sur cet immeuble. Donc moins 200 000 € de loyer, moins les amortissements, enfin les frais de fonctionnement, hein, nettoyage et cetera. Et après, que Main Street ait fait les travaux et reloué et cetera, on est à 1 373 000 $ de revenus, en fait. Et vous avez un OI qui a tout simplement pop énormément et on a une valeur estimée de l'immeuble à 26 700 000 $ actuellement. Donc ils ont créé tout simplement 11 millions de dollars. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et c'est vraiment, voilà, c'est comme j'ai dit, une image prise sur résultat publié. En fait, ils nous expliquent comment ils travaillent. Ils achètent le bâtiment 13 millions, dépensent dedans. Ils ont dépensé 15 millions. Derrière, ils vont voir la banque, ils disent: «Regardez, on a dépensé 15 millions, certes, mais on a maintenant des nouveaux, comment dire, on a des nouveaux loyers, on se fait plus de thunes. On veut, comment dire? Un nouveau prêt pour ce bâtiment. Au lieu d'en vouloir, 15 000 000, maintenant il en vaut 19 millions. Prêtez-nous 19 millions. Hop, ils remboursent l'ancien prêt et derrière, ils vont acheter un nouveau bâtiment. Voilà comment ils font. Maintenant, comment, faire tout ça? Il faut avoir une bonne gestion de la dette. Parce que c'est l'essentiel de tout ce montage, c'est de savoir combien, Main Street obtient cette, dette et ses prêts. Et pareil, on peut le trouver sur les revenus, enfin les comment dire? Les guidances de, Main Street qui sont sorties, je crois, alors c'était le deuxième trimestre, mais là, il y a le troisième trimestre qui sort le 5 août. Je crois que c'est sorti au mois de mai tout ce qu'on voit ici. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au 31 mars, la solde hypothécaire de Main Street était de 1 839 000 000. Dans 100 est assuré par la SCHL, bon ça on verra après ce que c'est, à un taux de 3. En fait, Main Street emprunte à un taux de 3, un taux fixe, hein, de 3,12 et n'a pas besoin de refinancer sa dette à part, de quasiment 300 millions avant 2029-2030. Donc en vrai, ils ont les coups des franches et ils ont, bah, voilà, à 100 de la dette à 3,12 et on voit les pourcentages, hein. Alors après, j'ai fait une Google Trad, donc malheureusement, ça a un peu flingué les pourcentages. Mais on voit qu'en 2026, c'était, de la dette à 2. Bref, on a beaucoup de dettes à, un «bon prix» entre guillemets et on a même la dette lointaine, elle est, ouais, à 3. On a du 4 en 2028. Maintenant, bien évidemment, dans les risques, il va falloir prendre aussi peut-être une hausse des taux. Donc là, il va falloir prendre tout ça en compte quand on va vouloir aussi faire la valorisation. Donc on peut le voir sur le slide, 100 de taux, 100 de taux fixe à 3,12. Donc on peut faire le calcul suivant leur intérêt leur coûte environ 620 000 $ par an, OK? Sur ce bâtiment-là, hein. Le NOI est de 1 373 000 $, on l'a ici, OK? Donc il leur reste environ 753 000 $ par an. Attention, c'est pas un bénéfice net, il faut encore le remboursement de la partie principale des échéances. Donc en gros, ils vont rembourser dans leur prêt, à un moment donné aussi, comment dire? Ils vont pas rembourser que les intérêts, mais ils vont rembourser aussi le, bâtiment. Et il faut aussi, bah, enlever, les impôts, les frais généraux de Main Street, le siège social et la direction et cetera. Mais vous voyez, en arrivant, à emprunter à des taux, extrêmement bas, avec un OI, donc les loyers moins, ce que coûte le bâtiment,
ils arrivent tout simplement à gagner sur un bâtiment 753 000 $. Alors après, c'est pas du bénéfice net, mais vous voyez maintenant le business model, vous l'avez compris, c'est hyper simple à comprendre et c'est exactement pour ça. On ira voir un peu les perfs de l'action, etc. Vous allez voir que c'est de la folie. Maintenant, on va parler du cap rate et pourquoi c'est extrêmement important pour Main Street. Vous allez voir qu'en fait, c'est le cap rate qui va tout simplement donner la possibilité à Main Street de faire augmenter le prix de son immobilier, donc de faire augmenter le prix de ses futurs emprunts. Donc le cap rate, c'est égal au NOI divisé par la valeur de l'immeuble. La valeur de l'immeuble, ça va être le marché qui va le décider. Donc on a vu qu'on avait de la pop qui allait grossir au Canada. Donc on peut s'imaginer que la valeur de l'immeuble va plus ou moins bouger, mais elle ne va pas s'écrouler. Donc la seule chose que peut faire l'entreprise, c'est augmenter le NOI, donc augmenter les loyers par rapport aux frais de fonctionnement. Ok, donc on prend un exemple, on achète un immeuble qui génère 1 million de dollars. Le marché de l'immobilier valorise l'immeuble à un cap rate de 5%. Donc vous faites 1 million divisé par 0,05, ça vous donne 20 millions, ok, de dollars. Maintenant, les travaux font up le NOI à 1,2 million. Donc vous augmentez un petit peu les loyers moins ce que vous coûte l'immeuble. Et en fait, vous avez une valeur qui passe de seulement. Ah mince, et ouais, c'est pas 24%, je me suis trompé ici. C'est 24 millions de dollars. Donc en gros, hop, vous avez une valeur de l'immeuble qui passe de 20 à 24. En augmentant simplement le NOI de 20%, la valeur de l'immeuble augmente pardon, de 20% aussi. Vous venez de comprendre le business model de Main Street Equity. Maintenant, vous allez me dire, si beaucoup d'immeubles neufs sont en construction, cela va faire baisser les prix des loyers, et vous avez raison. Donc direction les chiffres officiels du Canada Mortgage and Housing Corporations. Donc ça, c'est pareil, j'ai des chiffres que j'ai récupérés sur Internet. J'ai mis énormément de temps à faire ce foutu deep dive. C'est un bordel pour récupérer des chiffres d'immobilier du Canada. Donc allez mettre des pouces, allez partager ce deep dive. Je veux un maximum de vues sur ce travail parce que franchement, je le fais complètement gratos. Je pourrais créer un lien VIP, etc. sur le Discord. Je ne le fais pas. Je veux que la totalité de ma commu puisse en bénéficier. Donc ce qu'on voit, c'est quoi? On n'a pas forcément une grosse mise en chantier de tous les logements confondus. Donc là, on a des maisons, etc. On a vraiment, c'est stagnant, on peut dire, hein, 240 000 en 2023 et dans les meilleurs scénarios, on est sur du 220 000 en 2027. On reste sur 220 000 tout simplement mises en chantier, tous logements confondus. Donc ce n'est pas que des logements d'habitation du type qu'achète Main Street Equity, on va le voir là. Et justement, on peut calculer je vais y arriver approximativement, je n'y arrive plus. 227 700 mises en chantier prévues en 2026 pour un parc de 15 millions de logements. Le parc de 15 millions de logements, oh là là, mais vous avez des maisons simples, des maisons semi-détachées, ils appellent ça comme ça. Vous avez aussi des mobilhomes, bref, vous avez 15 millions, vous avez énormément de types de logements. Mais on va le faire plus largement parce que c'est très compliqué de trouver en fait le chiffre de petits bâtiments comme achète Main Street dans les types de construction. Ça, je ne suis pas arrivé à le trouver, j'ai trouvé que la construction globale. Donc le Canada, en gros, il renouvelle et accroît son parc résidentiel à un rythme d'environ 1,5% par an, avant prise en compte des démolitions et des délais de livraison. Donc ça, par contre, pareil, les démolitions, vous ne pouvez pas le trouver, sachant que dans le calcul, il y a les maisons individuelles, nanana, nanana. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au meilleur des cas, on va avoir 1,5% par an de nouveaux bâtiments qui pourraient comment dire, prendre des parts de marché des constructions neuves à Main Street. Et on peut voir par rapport à la croissance totale que c'est peu ou prou, on va dire, la croissance de la population. Donc en fait, vous n'allez pas avoir énormément de bâtiments neufs qui vont arriver sur le marché, qui vont faire s'écraser le prix de l'immobilier, parce que si le prix de l'immobilier s'écrase, la fameuse valeur de l'immeuble peut chuter. Donc en fait, leur petite strate de j'augmente le NOI divisé par la valeur de l'immeuble, ça marche si vous avez une valeur de l'immeuble qui tient. Si demain, en fait, l'immobilier s'écrase au Canada, ce que fait Main Street Equity à l'heure d'aujourd'hui ne marcherait plus. Mais là, vous avez en fait la preuve que jusqu'en 2027 et même après, en fait, parce que vous allez voir que il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si on s'en tient au niveau médian, l'augmentation de la population devrait suivre à peu près l'augmentation du logement, ça on l'a dit. Mais la réalité, c'est que 60% de la pop au Canada gagne moins de 50 000 euros par an. Donc cette population ne pourra pas se payer les fameux appartements neufs. Ne faites pas attention, c'est la Google Traduction. En fait, ce qu'ils veulent dire ici, c'est qu'un nouveau bâtiment créé neuf coûte par porte, en gros c'est par logement, 400 000 dollars. Ok, donc un appartement coûte par nouveau bâtiment 400 000 dollars. Alors que quand Main Street Equity achète un nouveau bâtiment, refait des travaux par appartement, ça lui coûte 125 000 dollars. Donc ils peuvent avoir des loyers à 1250 dollars, là où dans un loyer avec un nouveau bâtiment, vous êtes à 3 000 dollars. Et quand vous avez un loyer à 3 000 dollars et que vous avez 50% de la pop qui gagne moins de 50 000 dollars par an, c'est pas compliqué à comprendre que vous n'avez pas énormément de demandes pour ces nouveaux bâtiments. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles constructions et que vous avez une grosse demande pour des bâtiments du
style de Main Street Equity parce que c'est là que votre population est la plus grosse. C'est 60% des Canadiens qui gagnent moins de 50 000 dollars par an. Ils ont peut-être envie de se payer l'appart à 3 000, mais ils ne peuvent pas. C'est tout simplement le cas, enfin, c'est tout simplement la vérité, quoi. C'est pour ça que Main Street Equity, on va le revoir un peu plus tard, a des chiffres de zinzin, parce qu'en fait, ils répondent à une demande de la population qui n'est pas tout simplement, on va dire, n'est pas résolue par l'État, en fait. Parce que l'État pourrait construire énormément de bâtiments neufs, mais pas le cas et on a vraiment une demande et Main Street Equity, bah, en fait, écrase le coût par logement, dans, ces bâtiments qui rénovent alors et du coup, ils écrasent le coût loyer par moyer, ce qui, flingue un petit peu les nouveaux bâtiments, quoi. À part, les cadres et cetera, bah, vous avez énormément de Canadiens, bah, qui sont exclus des nouveaux bâtiments, qui ne peuvent pas y aller tout simplement, c'est un peu comme en France, hein. Donc le mot de la direction, qu'est-ce qu'ils nous disent? La demande croissante et l'offre limitée continueront à créer des conditions favorables. Oui, bah ça, on a bien compris. Et le CEO, et vous allez voir que c'est de la folie, le CEO a passé 9 ans au siège du conseil d'administration de la Société canadienne d'hypothèque, le SCHL, de 2015 à 2024. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le CHL? Qu'est-ce que tu nous racontes? Donc les données du CHL permettent de suivre la croissance de la POP, la pénurie de logements, l'évolution des loyers, le nombre de nouvelles constructions et le taux d'inoccupation. Donc en fait, vous avez un PDG qui, tranquillement, le PDG de votre entreprise, Main Street Equity, a passé 9 ans au board de la CHL et a pu voir le taux d'inoccupation, le nombre de nouvelles constructions, l'évolution des loyers, la pénurie de logements et la croissance de la POP avec toutes les données qui lui arrivaient avec des petits fours sur son petit bureau. Donc en vrai, ces indicateurs aident à évoluer si la demande locative va rester forte dans les marchés où Main Street investit. Cela peut paraître fou, mais oui, le CIO a eu toutes les infos, donc c'est pour ça qu'ils ont pu profiter de tout ça aussi et qu'ils ont surperformé les indices, parce que vous allez voir le cours de bourse, c'est de la folie depuis 2000. Et nous, on va passer justement, on va aller voir qui est actionnaire de la boîte, qui est le CIO et comment tout ça est découpé. Donc on passe à la fiche actionnariat et CIO et son business model repose sur une parfaite exécution. Vous avez compris, si Main Street achète un immeuble trop cher ou ne fait pas grossir le NOI, tout s'écroule. Donc il est capital de suivre qui dirige l'entreprise et surtout s'il est actionnaire, s'il joue avec vous, enfin si il est dans le même jeu que vous avec son argent perso. Et ce qu'on peut voir, c'est que Bob Dylan est déjà le fondateur de l'entreprise CIO, qu'il a 45% de la boîte. Donc si vous voulez, c'est pas un mec qui va faire n'importe quoi avec son pognon. C'est peut-être un mec qui est capable de dire, et on ira le voir un petit peu plus tard dans les slides, ok, en 2025, on a des vents qui sont pas forcément favorables, on ne trouve pas forcément d'immeubles qui nous intéressent, on en achète moins. 2026, on a des vents qui sont plus favorables, on a des immeubles qui sont dans nos prix d'achat, on en achète autant au premier quarter que surtout 2025. C'est ce qu'on veut quand on est actionnaire d'une boîte, qu'on est un mec qui a du skin in the game, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il en a. Dylan, voilà, a fondé Main Street Equity en 97 et il est CEO depuis là. Depuis son entrée en bourse sous sa direction, il a passé l'action de 5 dollars canadiens à 210 dollars canadiens au plus haut, soit une progression pour l'actionnaire de 4100% et 16% par an en CAGR depuis 25 ans, quoi. Il a tout intérêt à faire croître la boîte, hein, sachant qu'il détient 45% des actions. On peut clairement dire qu'il est skin in the game. C'est ultra important, sachant qu'encore une fois, toute la stratégie de l'entreprise repose sur une exécution parfaite. Un bon prix d'achat, des travaux qui coûtent pas trop cher, augmenter le taux d'occupation, augmenter les loyers, trouver les locataires. C'est exactement pour ça que moi, je suis content, en tout cas quand je regarde une boîte comme ça, de voir son PDG fondateur toujours au board, toujours CEO et toujours justement avec 45% des parts. Lui, il va savoir comment faut faire. Il l'a fait pendant 25 ans. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le refaire pendant au moins 20 ans. Maintenant, on passe aux 3 plus gros risques. Ils sont simples. En premier, on a, mince, hop, je vais le remettre ici, la hausse des taux d'intérêt. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompé un peu sur la police d'écriture. Donc, le premier plus gros risque, c'est la hausse des taux d'intérêt. Vous avez vu, on a emprunté à 3,12%. Est-ce qu'on va arriver à emprunter à 3,12% sur les années à venir? Je pense que non. Mais en fait, ils vont un petit peu rapporter et augmenter les loyers, en fait. Ce qui va faire qu'on aura plus de taux d'intérêt, mais on aura aussi une augmentation des loyers. Donc, les deux, normalement, devraient s'équilibrer, à part si on a vraiment une hausse de zinzin. On aurait en risque numéro 2 une réglementation des loyers, mais je pense pas que les communistes soient passés encore au Canada. Ça serait terrible, notamment pour la population. Si vous réglementez le loyer, vous flinguez la population, mais bon, bref, on va pas venir là-dedans. Et en 3, on aurait une hausse de taux de vacances, après avoir. Pour l'instant, on l'a pas du tout, donc je vois pas mais on peut aussi la noter en 3 plus gros risques, hein. C'est exactement ce que je vous ai piqué au départ. Je fais cette méthodologie, bear case, est-ce qu'on a une grosse hausse des taux d'intérêt? Je peux amener à vendre. Est-ce qu'on a une réglementation des loyers? Je vends. Est-ce qu'on a une grosse hausse taux de vacances? Je peux vendre. Dans les autres risques, on aurait une récession de zinzin au Canada. Est-ce que ça me ferait vendre? Bah peut-être non, parce qu'en fait, on aurait une récession peut-être 1, 2, 3 ans, mais ça va pas durer 15 ans. Alors qu'une hausse des taux de vacances, une réglementation des loyers, ça peut flinguer le business à vie.
On aura une baisse durable de l'immigration, donc à voir si la pop arrive à grossir ou pas. Ça faudra être vraiment, faudra être préoccupé un petit peu là-dessus, il faudra checker un petit peu toutes ces infos et on aurait une hausse des coûts de rénovation et de la main-d'œuvre, ce qui pourrait faire baisser mécaniquement votre NOI. Parce qu'en fait, si vous payez beaucoup plus cher le coût de rénovation, bah, vous avez moins, vous avez un prix d'immeuble qui augmente par rapport à, les loyers perçus, versus ce que vous coûte aussi comme entretien le bâtiment. Maintenant, on passe les amis au mode et on ira à la conclusion. Donc on passe à la note du mode. Comme d'habitude, je fais une petite note de 15 sur 20 pour savoir si justement on a un rempart concurrentiel. Du côté de Main Street, on a l'avantage des coûts, 5 sur 5, oui. Pourquoi? Ils achètent des immeubles sous-évalués. Ils les rénovent à faible coût grâce à leur équipe interne. Ils obtiennent de meilleurs rendements que les nouvelles constructions. Les actifs intangibles, plus de 20 ans d'expertise, une excellente connaissance du marché, une marque reconnue, un PDG qui est actionnaire à 50%, qui favorise une gestion disciplinée. Effet de réseau, j'ai noté non. Pourquoi? Parce que est-ce qu'avoir plus de locataires augmente la valeur du service pour les autres locataires? Non, même si vous avez un effet de réseau, par exemple, écoute, moi je suis dans un appartement qui est géré par Main Street, l'appartement a été refait, et cetera, c'est pas mal, va essayer de voir pour, essayer d'en louer un. À la rigueur, ça, c'est un effet de réseau, mais je l'ai préféré mettre 0/20 pour être un peu plus conservateur. On a des coûts de changement qui sont de zéro. On s'est tous barrés d'un logement à un moment donné qu'on louait pour aller ailleurs. Vous avez zéro coût de changement. Et vous avez une réglementation ou une inefficience de marché. J'ai noté 5 sur 5. On n'a pas de réglementation, heureusement, parce que la réglementation nous couperait les pattes. Par contre, vous avez une inefficience de marché, en fait. Les politiques gouvernementales sur l'immigration et la diminution de l'offre de nouvelles constructions dues à l'augmentation des coûts, simplement de remplacement et des tarifs, pourraient renforcer la demande pour les logements abordables de Main Street. Ça crée un environnement de marché favorable à voir si cette efficience de marché va rester longtemps ou pas. Parce que vous avez une pop, ils sont pas cons, ils vont voter, les gens ils vont commencer à dire attendez là, moi j'arrive pas à trouver de logement, on a que Main Street, en plus ils augmentent un petit peu trop les loyers, donc attention, on a pour l'instant une inefficience de marché, mais est-ce que ça va rester longtemps? Et la réglementation, bah, ça arrive dans les birkes, il faut faire extrêmement attention, c'est pour ça que cette thèse, le jour, si un jour j'investis sur Main Street, je replonge dedans à chaque quarter, je regarde un petit peu ce qui se passe, il n'y a rien qui se passe, même si le prix a un petit peu baissé, c'est pas grave, peut-être que je serai amené à recharger ou pas, mais au moins j'ai les tenants et les aboutissants de tout ce qui peut arriver à la boîte. Et en conclusion, normalement les amis, j'allais toujours faire un petit point sur le quantitatif. Le souci ici du quantitatif, on va le voir. On va aller le voir, bien évidemment, je le fais sur Bagger. Vous avez 14 jours totalement gratuits sur Bagger, n'hésitez pas à aller l'essayer. Vous avez le lien en description de la vidéo, vous avez aussi mon code créateur, vous avez 10% de réduction à vie. Pourquoi? Parce que tant que vous gardez votre abonnement, l'abonnement n'augmentera jamais pour vous. Vous gardez Bagger sur les 30 prochaines années, vous paierez l'abonnement que vous avez payé au départ, moins mes 10%. Donc c'est un abonnement à vie à moins 10%. Et vous avez 14 jours gratuits, pas besoin de carte bleue, pas juste besoin d'une adresse mail. Vous allez faire vos petites pattes dedans. Moi je vous le dis, j'ai remplacé, j'avais avant Invest, j'ai remplacé totalement mon suivi de portefeuille, etc., que j'avais sur Invest, je le fais sur Bagger. Pourquoi? Parce que Bagger, c'est tout simplement l'outil indispensable, les amis. Vous allez gérer vos washlists, vous allez gérer vos portefeuilles, vous avez vos calendriers de résultats, vous avez aussi toutes les thèses d'investissement de tous les investisseurs qui sont sur Bagger. Il y a plus de 300 thèses de postées actuellement et ça va à une vitesse de 20 à 30 par mois, même plus des fois. Et vraiment, vous avez des fiches détaillées pour chaque entreprise. Vous pouvez faire vos valorisations bah, vos valorisations enfin, que vous allez pouvoir créer grâce à vos thèses, grâce au free cash flow, aux operating cash flow. Vous avez tout un onglet finance qui a été retravaillé. Et je vous le dis, vous avez des mises à jour toutes hebdomadaires, donc toutes les semaines. C'est de la folie. On a vraiment des devs qui travaillent d'arrache-pied et c'est français cocorico. Allez les soutenir, allez télécharger. Enfin, il n'y a même pas besoin de télécharger, mais allez cliquer sur le lien Bagger. Faites-vous votre propre essai de 14 jours. Et vraiment, c'est ce qui va aussi vous donner un avantage par rapport aux autres retail, c'est que vous avez enfin un logiciel qui va vous aider à faire les bons choix, justement. Donc, ce qu'on peut dire, nous, sur Main Street, c'est qu'en termes de revenus, bon, ok, c'est très bien. La seule chose qu'on peut regarder ici, c'est les revenus. Ok, les revenus augmentent. Mais le problème des bénéfices et le problème des free cash flow, on y reviendra après, ils sont forcément biaisés et c'est pas ce qu'il faut qu'on regarde quand on regarde une société qui gère de l'immobilier. On a les FFO, ça c'est très important, les FFO, les Fund From Operations, mais on va y revenir après, les amis, on va se calmer. On a les revenus aussi par localité, donc ça, de toute façon, je les avais déjà. On voit qu'on est beaucoup en Alberta, beaucoup en Colombie-Britannique et les deux autres, comment dire, le Manitoba et le Sac-Chac, machin truc là, j'arrive pas à prononcer le nom de cette province. Il y a très peu de revenus, mais en fait, il y a très peu d'habitants. La principale lieu où vous avez des habitants en Colombie, au Canada, hein, l'Ouest canadien, c'est dans la Colombie-Britannique et dans l'Alberta. Les marges, pareil, ça sert à rien forcément de les regarder. Par contre,
OK, le ROIC vers ouais, bah, voilà, encore une nouvelle mise à jour, je ne l'avais pas vu, bah, voilà, vous avez le ROIC versus le coût moyen, du capital. Mais là-dessus, ça va pas forcément, nous intéresser. Même les retours sur capitaux ne nous intéressent pas parce qu'en fait, vous avez énormément, de dettes et cetera. Donc il faut vraiment la voir comme une entreprise à part. Ce qu'on va regarder, c'est les actions en circulation. Chez Junrate, elle va se financer grâce à de la dilution. Là, vous voyez que depuis, hop, depuis le départ, vous avez, pas de dilution. Donc déjà, vous ne faites pas diluer la tronche. OK, on n'a pas de dividendes, mais on a un petit peu de dividendes depuis 2024. Ce que je regardais, moi, c'était la dette, parce qu'on a énormément de dettes par rapport à l'EBITDA. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était vraiment sur des taux très faibles. Donc, ils se sont endettés fortement entre 2020 et 2022. Derrière, ils ont commencé même 2021. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont repris entre 2021 et 2026 que 500 millions, 400 millions pardon, de dollars canadiens de dette, parce qu'en fait, ils avaient de la dette tellement pas chère, ils ont fait vraiment une grosse note de dette, et derrière, ils se sont calmés un petit peu. Ils ont augmenté leur EBITDA, donc l'EBITDA, c'est quoi? C'est les earnings before tax and depreciation et amortissement. Donc en gros, ils ont fait vraiment croître les fondamentaux de la boîte sans forcément aller chercher énormément de dettes. Ils ont réduit la dette sur EBITDA, on est passé à 8. Ils l'ont quasiment pas divisé par deux, mais pas loin. Donc ça, c'est plutôt bien. Et nous, ce qu'on voulait regarder, voilà, vraiment dans le quantitatif, malheureusement pour cette boîte-là, c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse. Parce que le reste, vous allez voir, je l'ai un peu plus bas. Donc moi, ma conclusion sur Main Street, c'est que je trouve que l'entreprise coche plein de cases. Elle remplit un vrai rôle dans ce que demande la population, donc des loyers abordables et une demande pour ces loyers. C'est-à-dire des logements rénovés à des prix attractifs, hein, comme je viens de l'expliquer, par rapport aux constructions neuves. Son business model est résilient, on a pu le voir pendant le Covid, et rester en croissance alors que sa population, pourtant pas aisée, a continué de payer le loyer. Même si des millions de personnes étaient sans revenus, en fait, c'est le gouvernement qui a tout simplement envoyé des aides. Et je suis pas sûr que les populations plus aisées, on pourrait se dire, ouais, j'ai investi dans des logements un peu plus aisés, auraient forcément pu payer les 3 ou 4 000 dollars de loyer s'ils n'avaient plus de boulot. Maintenant, il reste que des interrogations, notamment celle de la croissance de la pop qui repose sur plus de 80% d'augmentation due à la migration. Des taux d'intérêt élevés ou des loyers encadrés peuvent aussi menacer le business model. Personnellement, je vais la garder en watchlist, et si des hausses de taux arrivent, on verra comment elle réagit et si justement elle prend un petit coup de fusil pour voir un petit peu où on en est. J'ai quand même fait 3 calculs de valorisation, un bear, un neutre, un bull. Et pour le faire, j'ai décidé de prendre le FFO comme métrique. On peut le résumer comme ceci. Donc le FFO, ce qu'on a vu sur Bagger, c'est tout simplement le bénéfice net, plus les amortissements des immeubles, moins les gains exceptionnels sur les ventes d'immeubles. J'avais expliqué quand j'avais fait mon deep dive sur Vici Properties, pardon, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que les immeubles ne perdent pas forcément de valeur avec le temps. En comptabilité, par contre, il faut qu'ils les amortissent, ce qui fait baisser artificiellement le bénéfice net. Donc le FFO enlève cet ajout comptable, on va dire, pour montrer combien les immeubles rapportent réellement. Et voici l'historique de Main Street Capital. Main Street Equity, pardon, Main Street Capital. Donc on est passé d'un FFO de 1,5 million en 2000 à 96 millions de dollars canadiens en 2025, en croissance de 18% par an. Ok, depuis je sais pas si c'est une moyenne ou pas. J'ai pas regardé si c'était en CAGR ou c'est les 18%. Non, si, ouais, c'est en CAGR. Les 18% en CAGR, my bad. On a le FFO par action. Ok, donc là, c'est tout simplement le FFO divisé par le nombre d'actions. En croissance de 18% par an, parce qu'on voit qu'on n'a pas été dilué. Et vous avez le NOI, ok, donc les loyers moins ce que coûtent, entre guillemets, les appartements et les immeubles comme, comme entretien, ce que coûte l'entretien de ces immeubles, c'est en augmentation de 15% par an. Donc, vous voyez vraiment qu'on a une boîte qui est tout simplement en croissance. Donc actuellement, moi j'ai un prix FFO de Main Street à 17, c'est assez simple à faire. Vous prenez le prix de l'action, c'est vrai qu'on n'a pas regardé le graphique, mais hop, on peut aller le voir ici, c'est quand même assez stable. En vrai, on n'a pas de dinguerie, on voit que c'est quand même une boîte qui est plutôt très bien gérée. Donc on a des petits drawdowns, on a eu notamment le Covid, on a eu un petit peu ici, et là on était retombé à 165 dollars canadiens. Mais ouais, voilà, on a très peu de temps en dessous de la moyenne mobile, hein. Là, on y est un petit peu, donc à voir si le prix qu'on va calculer est intéressant ou pas. Mais voilà, c'est monté à 210 dollars canadiens. Là, c'est redescendu un petit peu, mais on voit que c'est quand même assez solide. Et donc 17 moins 170, enfin divisé par 170, ça vous donne tout simplement. Non, ouais, qu'est-ce que je raconte? 10 de FFO par action. Voilà, ça sera un petit peu mieux, Jérémy. Divisé par le prix de l'action, qui est à peu près de 170 dollars, ça nous donne un prix tout FFO de 17. En gros, le prix tout FFO, c'est notre PER. Donc, moi, pour le scénario BIR, je choisis 13 de PE, de prix to FFO, ok, de multiple final.
Pour le, scénario médian, je choisis 15 et pour le scénario bulls, je vais, choisir 18 pour viser toujours 12 par an. En fait, je fais exactement la même chose que ici, quoi, en gros. En gros, là, je mets, bah, voilà, suivant les scénarios, 12 avec un multiple final de, combien j'avais dit pour le scénario bien, mais voilà, 13 et cetera. Mais sauf que là, je ne peux pas, le faire avec les FFO. Donc pour mon scénario bien, j'ai une croissance du FFO donc de 9 par an. Donc on voit qu'on a divisé par 2 cette croissance-là. Un prix tout FFO de 13, donc on enlève 4 points au PE actuel. On aurait un prix juste de 117 Donc là, il faudrait vraiment qu'on ait une grosse baisse pour qu'on arrive à ce scénario Bears. Et on a un scénario moyen avec une croissance du FFO de 13% par an. Un prix tout FFO de 15 avec un prix juste de 161 Donc là, on arriverait déjà sur un prix un peu plus cohérent. Et là, on a vraiment le boule, on va dire. On continue avec les 18%, sachant qu'on a fait 23% de croissance du FFO l'année dernière, on a fait 30% en 2023, 11% en 2022, enfin on a vraiment fait des gros chiffres quoi. Mais on va quand même être conservateur, on est là pour essayer de trouver un bon prix, et on va dire en boule 18% de cette croissance-là de FFO. Un prix tout FFO de 17 actuel à celui-là d'aujourd'hui, on va dire qu'on n'augmente pas le PE, déjà c'est plutôt correct. On aurait un prix juste de 227 donc on aurait, si la boîte arrive à faire croître son FFO de 18% par an sur les 5 prochaines années, c'est quand même assez optimiste, mais c'est pas impossible, comme on l'a vu, comme on l'a vu ici. On aurait une action qui serait sous-évaluée. Maintenant, moi, je me suis amusé à faire un calcul. Première chose, enfin, première fois que je fais ça sur une action, c'est qu'en gros, on a 30% de chance pour un scénario bière, 50% de chance pour un scénario médian, 20% de chance pour un scénario boule, pour estimer un juste prix, et cela nous donne une fair value d'environ 161 Donc l'entreprise aujourd'hui semblerait surévaluée d'aujourd'hui de 10%. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire en termes de, comment dire, de, de prix juste, etc. Moi, je pense qu'autour de 160, 170 actuellement ça cote à 180, on aurait un prix qui serait sympa. Encore une fois, on a une entreprise qui est quand même assez, comment dire, hop, assez costaude. On l'a vu hein, dans les temps difficiles, hein, que ce soit le Covid, etc. On peut aller voir le cours de bourse, mais je trouve qu'on a vraiment une entreprise résiliente. C'est une boîte qui peut faire sens dans un portefeuille. Voilà, on peut pas avoir que du Amazon, du Google, etc. C'est pas mal aussi de se diversifier. Vous pouvez profiter de l'immobilier sans être surtaxé sur CTO avec des dividendes, etc. À vous faire diluer la tronche. Et on a une boîte bah, qui connaît bien justement ses clients, qui connaît bien l'immobilier canadien avec un CEO qui est là depuis le départ, etc. Et on voit que ouais, depuis 2024, ça fait pas grand-chose, mais après, on était cher aussi. On a retracé un petit peu, donc en gros, ça s'achète à 17 de PE actuellement. Je pense que l'acheter autour de 14-15, parce que l'immobilier, il y a toujours un risque, hein, c'est comme tous les comment dire? C'est comme tout, hop, tout sorte d'action, mais sur l'immobilier peut-être un peu plus. Maintenant, ça peut être une boîte qui m'intéresse. Moi, je vais la regarder, je vais commencer d'affiner un petit peu aussi mon deep dive parce que je l'ai fait il y a très peu de temps, donc j'ai besoin de digérer un petit peu tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à aller encore une fois sur mes réseaux, je vous fais un deep dive totalement gratuit par mois, et ça me prend énormément de temps, donc faites casser la baraque les mecs, les likes, etc. Allez me dire ce que vous en pensez, si l'action vous plaît, si vous la connaissez ou pas. Moi, c'est vraiment une boîte que j'ai découvert il y a très peu de temps, donc je me suis dit pourquoi pas en faire comment dire, j'ai creusé un petit peu ce que faisait la boîte, hein. Parce que ça, c'est typiquement le genre de boîte, si vous réglez une watchlist, elle va jamais rentrer dedans parce que vous n'avez pas de croissance des bénéfices, vous avez des free cash flow de merde, vous avez des marges qui sont, bon, les marges ça va encore, mais les retours sur capitaux sont dégueulasses, vous avez énormément de dettes. Ça, c'est une boîte qui rentre pas dans un screener d'action en fait. Faut aller creuser pour la trouver. Donc, n'hésitez pas encore une fois pour m'aider à vous abonner. Et nous, on se dit tout simplement à dimanche. Dimanche, on va parler des résultats de Mastercard, on va parler de Meta, de Amazon, en espérant que tout ce petit monde se pète un peu la gueule pour que je puisse renforcer. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.